Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Nous sommes au 5e et 6e jour de la situation en Ukraine. Alors évidemment, je suis forcé de constater que, et peut-être vous aussi, que évidemment l'invasion de l'armée russe en Ukraine a occulté non seulement la pandémie, non seulement la situation économique, mais aussi plus ou moins la campagne présidentielle. Pourtant, nous sommes quand même maintenant à quelques encablures du premier tour, et force est de constater que c'est toujours la petite guerre entre ceux qui sont adoubés pour atteindre le second tour et permettre à Macron d'être réélu, et ceux qui sont que les prête-noms de mettre, on va dire, une sorte d'échantillon, une sorte d'éventail de candidats au premier tour, mais qui, de par leurs propos, leurs propositions, leurs prestations, leur comportement, malheureusement, ont de fortes chances de ne pas faire des miracles. À l'heure actuelle, les candidats les plus propices à arriver au second tour sont évidemment Zemmour, Le Pen et Mélenchon, sachant que pour l'instant, dans le processus de communication d'une campagne présidentielle, on doit bien admettre que Mélenchon, qu'on aime ou on n'aime pas, qu'on soit pour ses idées ou pas, reste quand même relativement en bonne course, de par sa crédibilité finalement. Attention, quand je dis crédibilité, c'est crédibilité par rapport à ses idées, par rapport à son idéologie. Contrairement aux autres qui, malheureusement, font parfois preuve un petit peu d'approximation, font parfois preuve d'un petit peu d'opportunisme, et force est de constater que même si aujourd'hui Zemmour semble continuer sur sa lignée, balayant presque d'ailleurs toutes les attaques, même quand on lui fait constater des approximations, quand on lui fait constater peut-être des contradictions, etc. Mais j'ai envie de dire, mais qui n'en a pas finalement, parce que y a quand même une phrase qui revient de plus en plus, qui est le fait que personne n'est parfait. Personne n'a la science infuse. Donc forcément, on trouvera toujours des détails, on trouvera toujours des approximations, on trouvera toujours des erreurs dans les discours des personnes. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, même si Zemmour n'est pas élu, force est de constater qu'il va quand même avoir laissé un héritage dans la campagne présidentielle, surtout au niveau de l'opinion, c'est finalement de mettre en avant des points essentiels, des éléments de réflexion qui peut-être va avoir eu cet avantage de mettre les Français devant le fait accompli, voire peut-être certains Français devant leurs contradictions par rapport à leurs propres opinions. Donc on va voir un petit peu comment la situation va évoluer. Pour l'instant, c'est très difficile de faire un scénario. Oui, sûr et certain, on a la quasi certitude que Macron sera au second tour. Un Macron qui n'est toujours pas prononcé d'ailleurs. Hein, on avait dit qu'il peut-être apparemment il se prononcerait le 21, sauf que évidemment les événements ont rattrapé le candidat non prononcé. Alors où en est-on dans la situation? On ne sait pas trop. Enfin, on sait, mais on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Pour la simple bonne raison, c'est que si l'attaque russe a été fulgurante, force est de constater que là, Poutine est en train de se rendre compte qu'il ne faut pas que ça dure, il ne faut pas que ça traîne. Et c'est là que ça devient intéressant parce que au final, que veut faire véritablement Poutine avec l'Ukraine? Est-ce qu'il a eu simplement l'intention de l'affaiblir militairement, voire peut-être de faire une chasse aux sorcières dans les milieux nationalistes, extrémistes, etc., dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo? Ou est-ce qu'il a vraiment l'intention de dégager le régime et de réorganiser des élections, mais finalement de faire un pays plus ou moins s'assurer l'alliance de l'Ukraine à la Russie. Parce que comme vous le savez certainement, on l'a déjà vu avec l'Irak, avec l'Afghanistan, plus ou moins avec la Syrie, qui a été un conflit beaucoup plus complexe, parce qu'il y a eu différents conflits d'intérêts. On l'a vu avec la Libye, on l'a vu avec la Tunisie, avec les printemps arabes. Débarquer dans un pays, alors pour X raisons,
soit parce qu'il a attaqué, soit parce qu'il y a une guerre civile, soit parce qu'on a tout intérêt à y intervenir, parce qu'on a peur que le conflit civil qu'il y a à l'intérieur risque d'amener des gens au pouvoir que l'on ne voudrait pas voir au pouvoir, parce que, évidemment, fatalement, ils vont jouer contre nos intérêts. Oublier le discours de la démocratie, ça c'est un faux semblant, hein. C'est le manteau vertueux sur lequel on habille des interventions militaires dans certains pays, parce qu'en réalité les interventions militaires, c'est pour s'assurer qu'on va pérenniser des régimes avec des gens qui ne toucheront pas, ou qui ne remettront pas en question nos intérêts à exploiter certaines ressources, certaines matières premières dans ces pays. Alors l'Ukraine, qu'est-ce que Poutine pourrait bien faire de l'Ukraine? Donc ça va être la question un petit peu sur le tapis. Sur le tapis pour Zelensky, parce que on a appris qu'il a accepté hier, qu'il y a eu des négociations qui ont été organisées en Biélorussie, près de Tchernobyl. On ne sait pas trop ce qui est ressorti de ces... alors, pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Mais en même temps, Zelensky a demandé à l'Union européenne si c'était possible de faire une demande d'adhésion accélérée. C'est-à-dire que le mec, il joue, en fait, il joue sur les deux tableaux. Déjà, c'est mal barré. Le problème, c'est que si on intègre l'Ukraine à l'Union européenne, ça veut dire qu'à terme, c'est l'OTAN. Puisque, attendons, nous, bien clairement sur le fait que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ça sera une porte d'accès ouverte vers l'OTAN. Ce qui, pour Poutine, a été depuis maintenant de nombreuses années une ligne rouge que les Occidentaux ne doivent pas dépasser. Alors, force est de constater que ça n'a pas empêché les Américains de faire un bras d'honneur à la Russie et de continuer son impérialisme, son influence par l'intermédiaire de l'OTAN. Puisque je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, que l'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est un commandement. Alors certains vous disent, ce n'est pas une autorité, c'est une organisation. Oui, une organisation. Une organisation qui peut, à un moment donné, décider avec les États membres de faire des guerres à d'autres pays. Et ceux qui ont la charge de la gestion et du commandement de l'OTAN, ce sont les Américains. Puisqu'à la création de l'OTAN, il est arrivé d'une façon logique que ce soit les Américains qui en soient les dirigeants, enfin les dirigeants, les orchestres, le chef d'orchestre, parce que c'était à l'époque les Américains qui avaient les moyens matériels, logistiques, financiers, pour faire des interventions, contrairement aux autres pays qui étaient à l'époque un petit peu complètement dépouillés. Raison pour laquelle, pour la petite anecdote, je vais vous la rappeler, le général de Gaulle, en 1954, a décidé de quitter l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'il avait envoyé un petit message à l'époque au président Eisenhower pour lui dire est-ce que ce serait possible, éventuellement, étant donné que c'est une organisation collégiale, collective, de partager le commandement, c'est-à-dire de faire un roulement de commandement avec les différents pays membres de l'OTAN. Et Ike, c'est ainsi qu'on surnommait le président Eisenhower, il n'a pas dit ainsi, mais la réponse, semble-t-il, était un petit peu dans ce genre-là, c'est « va te faire foutre ». Raison pour laquelle le général de Gaulle a trouvé une motivation et une bonne raison de dire « eh bien, puisque c'est comme ça, moi je quitte le commandement de l'OTAN, je reste allié de l'OTAN, mais je garde et je reprends même mon autonomie, ma souveraineté, ma liberté de penser ». Et ce qui va aussi motiver le général de Gaulle de munir la France de son arme, de sa stratégie, de sa dissuasion, je cherchais le mot, de sa dissuasion nucléaire. Ce qui a évidemment bien emmerdé les Américains, mais les Américains ont finalement réussi à récupérer la France grâce à Nicolas Sarkozy qui a fait revenir la France dans le commandement de l'OTAN. Donc aujourd'hui, si l'OTAN décide de faire une guerre à la Russie,
certains vont dire oui, non, mais on n'est pas obligé. On peut encore choisir de ne pas suivre. Oui, sauf que quand vous regardez les statuts de l'OTAN, ne pas suivre une décision de l'OTAN, c'est aller contre l'OTAN. Donc voilà, c'est... Parce que vous entendrez des journalistes, oui, mais l'OTAN, vous savez, c'est pas une entité... Bon, sauf que l'OTAN, aujourd'hui, vous avez quand même des gens dont on peut faire confiance sur l'expérience et le savoir pour prendre en considération leur jugement, c'est que non seulement l'OTAN est devenu aujourd'hui le bras armé européen, plus ou moins des Américains, que l'OTAN est devenue une organisation impérialiste, que l'OTAN est devenue une structure technocratique dans laquelle vous avez un certain nombre de gens qui essayent, par l'intermédiaire de l'OTAN, de se faire mousser, de faire carrière, comme on dit. Et comment faire carrière quand, évidemment, il faut donner une légitimité à l'OTAN d'exister, si ce n'est pas des petits conflits dans lesquels on aura évidemment un droit de regard par l'intermédiaire de l'OTAN. Voilà ce qu'est l'OTAN aujourd'hui. Ce n'est plus une organisation qui prendra en considération sa fonction vis-à-vis d'un certain nombre de pays membres pour faire de la coordination, pour faire des missions, pour faire des opérations, pour aider évidemment les pays membres, puisque l'organisation de l'OTAN ne peut pas, ou si ce n'est sous l'égide d'une commande ou d'un ordre, d'une directive de l'ONU, intervenir dans des pays tels que l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine, l'OTAN ne peut pas intervenir. Et il ne peut le faire que s'il a l'autorisation de le faire par l'ONU. Raison pour laquelle, quand les Américains ont décidé de vouloir taper en Irak, les Américains ont voulu essayer d'utiliser l'OTAN pour aller taper en Irak. Mais il leur fallait l'aval de l'ONU. Sauf que l'ONU n'a pas donné d'aval aux Américains pour aller utiliser l'OTAN pour aller taper en Irak. C'est pour ça que les Américains ont utilisé une soi-disant coalition avec un certain nombre de pays dont les armées sont plutôt des ersatz qu'autre chose, pour se donner une légitimité d'intervenir en Irak. L'Ukraine, vu l'ennemi qui est en face, c'est une toute autre histoire. Parce que l'ennemi qui est en face, je le rappelle, c'est quand même un pays qui a plusieurs milliers de têtes nucléaires. Des têtes nucléaires qui d'ailleurs, rappelons-le, petite parenthèse sur les puissances des armes nucléaires. Aujourd'hui, beaucoup sur les réseaux sociaux parlent de la fameuse Tsar Bomba. Tsar Bomba, c'est la plus puissante bombe nucléaire qui a été construite et qui a été testée en deux modèles, un modèle de 10 mégatonnes et un modèle de 15 mégatonnes. Je rappelle, pour petite comparaison, je crois me souvenir que la bombe d'Hiroshima, c'était 1,5 kilotonnes. Donc vous voyez, 1,5 kilotonnes, ou approximatif. Et mégatonnes, on est déjà dans la grosse puissance. Et évidemment, dans les années 50-60, c'était celui qui allait construire la plus puissante, la plus dévastatrice, pour faire peur. Aujourd'hui, on a revu un petit peu les niveaux à la baisse. On estime aujourd'hui que les Américains possèdent des têtes nucléaires dont la plus puissante serait de 1,5 mégatonnes. Donc vous voyez, on est déjà loin des 10 mégatonnes de la Tsar Bomba soviétique. Pour les Russes, on estime que les Russes, la plus puissante que les Russes puissent aujourd'hui prétendre avoir en activité, pèserait à peu près 800 kilotonnes. Donc vous voyez, entre 800 kilotonnes et 15 mégatonnes, les Russes ont quand même aussi revu énormément à la baisse les puissances. La France, notre bombe la plus puissante, elle est de 400 kilotonnes. Pourquoi est-ce que ces bombes sont un peu moins puissantes que celles qu'on a pu voir dans les années 50 ou 60 ? Tout simplement parce que, même si demain on devait utiliser l'arme nucléaire, il faut quand même rappeler une chose, c'est que, évidemment, si les deux grandes puissances décident de s'envoyer des bombes nucléaires dans la gueule, ça sera, premièrement, les bases militaires visées, plus particulièrement les bases aériennes et les ports navals. Stratégie. Potentiellement
Alors c'était vrai, il y avait encore dans les années 70-80 les sites de lancement de missiles, sauf qu'aujourd'hui avec les technologies, on a désarmé un grand nombre de ces sites, donc il y a de moins en moins de sites. Alors pour ce qui concerne la France utilise beaucoup plus aujourd'hui l'arme nucléaire sur des sous-marins que des lancements à partir d'un territoire. Nous avions à l'époque un site qui était connu, qui était sur le plateau d'Albion. Alors je ne sais pas si aujourd'hui ce site existe toujours ou s'il a été démantelé. Deuxième cible, évidemment, les villes les plus importantes. Pour affaiblir un pays, la bombe nucléaire est aussi à utilisation sur des grandes villes, là où sont plus particulièrement les réseaux de communication les plus importants, surtout en matière de commerce, l'industrie également. Il faut affaiblir le pays dans sa capacité à concevoir, à développer des armes, même si encore aujourd'hui ça a complètement changé, puisque à force de délocaliser, à force de travailler avec d'autres partenaires étrangers, je rappelle par exemple en France, les nouveaux fusils qui vont être utilisés par l'armée française ne sont pas fabriqués en France. Donc, évidemment, sur le plan nucléaire, on ne va pas balancer des bombes sur des usines qui ne servent à rien. Donc, ce sont tous les outils industriels qui sont essentiellement aussi touchés. Donc, en grande majeure partie, les outils industriels sont souvent à côté de grandes villes. Donc voilà, un peu les cibles qui pourraient éventuellement être sujets à l'œil. Parmi ces cibles, évidemment, les capitales et les plus grandes villes. Alors, en ce qui concerne la France, je suis désolé, mais Paris, malheureusement, Paris est une cible. Donc évidemment, si vous habitez Paris, je pense que vous n'aurez pas le temps de dire ouf si jamais une bombe nucléaire venait à tomber sur Paris, si tant est qu'il n'y en ait qu'une seule. Peut-être qu'il y en aurait plusieurs. Parce que, finalement, la taille de la ville. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets en lien une adresse d'un site qui s'appelle Nukeplane, qui va vous permettre, de par le lieu géographique où vous vous trouvez, de pouvoir mettre une cible et d'utiliser toutes les bombes nucléaires qui ont été utilisées ou qui ont été créées, qui ont été inventées, qui ont été même testées dans l'histoire. Ainsi, grâce à ce site, vous allez pouvoir savoir si vous êtes dans une zone où vous allez être vaporisé, ou si au contraire vous êtes dans une zone où vous allez être sauf en prenant aussi en considération les vents qui vont évidemment faire voyager les particules radioactives. Donc je vous ai dit, avec les différentes bombes, et vous avez même le référencement des bombes qui sont encore en activité aujourd'hui. Désolé, le site est en anglais, mais vous verrez, c'est très simple d'utilisation. Donc, parenthèse fermée concernant les bombes, je vous disais, qu'est-ce que Poutine pourrait bien faire de l'Ukraine si il décide d'y rester? Et ça risque de poser problème, parce que forcément, il va être opposé à ce qu'on appelle la guérilla. Et en matière de guerre moderne aujourd'hui, la guérilla, ça pose un gros problème. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'Irak est un échec et l'Afghanistan est un échec pour les Américains, parce qu'ils ont été confrontés à des phénomènes de guérilla. C'est-à-dire que quand vous envahissez un pays, en règle générale, ce qui peut vous apporter un bénéfice, c'est si la population est en grande majorité pour votre intervention, et donc vous considère comme des libérateurs. Or, l'Ukraine, comme je vous l'ai expliqué, faites très attention, parce qu'évidemment les médias sont actuellement dans un processus de propagande pour vous vendre une réalité, et non pas la réalité ukrainienne. Si, en effet, aujourd'hui les Ukrainiens, que ce soit des Ukrainiens pacifiques modérés, ou anti-russes, ou pro-russes, en grande majorité, ne sont pas d'accord de se voir leur pays envahir par le voisin russe. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, sur certaines sources indépendantes, on peut lire, on peut voir, on peut entendre
des discours qui sont complètement dissonants de ce que, évidemment, les médias mainstream vous vendent en matière d'information. Il y a quand même eu un bug. Le bug, c'est sur LCI. LCI, où une Ukrainienne qui va régulièrement voir sa famille en Ukraine, a complètement démoli la doxa de la vision que l'on se doit d'avoir de l'Ukraine. Elle a expliqué ce que l'on sait depuis 1991, depuis que ce pays a été indépendant, où très rapidement se sont installés la corruption, les oligarques et les conflits d'intérêts liés aux guerres d'influence géopolitique. Et elle a expliqué, mais de toute façon, aujourd'hui le pays est vérolé par la corruption, que Zelensky, on a cru que c'était peut-être le fait qu'il ne soit pas un politicien à la base, puisque je rappelle, Zelensky est à l'origine un comique troupier qui œuvrait à la télévision, dont d'ailleurs vous avez certains clips aujourd'hui qui ressortent sur Internet. Les Ukrainiens pensaient que le fait de ne pas mettre un politicien allait peut-être résoudre les problèmes. Et d'ailleurs, dans sa campagne, Zelensky avait promis de trouver une solution pacifique de réconciliation entre les Ukrainiens russophones et les Ukrainiens ukrainiophones. Sauf qu'il n'en a été absolument rien. Au contraire. Et c'est là que, dans ma précédente vidéo, je vous ai rappelé ce détail quand même non négligeable de cette minorité de nationalistes, racistes, néo-nazis, qui ont de l'influence et qui ne sont pas totalement étrangers à la situation actuelle. Mais là encore, les médias mainstream. Certains, évidemment, vont vous en faire un petit peu allusion, mais vous vous dites, oui, mais de toute façon, c'est une minorité, ils n'ont pas d'influence, ils n'ont pas de pouvoir. Sauf dans la réalité, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai dans le sens où les radicaux, les nationalistes, les néo-nazis ukrainiens, qui sont parfois même des Ukrainiens russophones, et c'est là qui est formidable, parce que c'est bien là de l'idéologie, c'est pas une question ethnique, ou de langue. Non, non, c'est bien une question politique, c'est bien une question idéologique. Eh bien, sont complètement occultés du débat. Pourtant, il y a de fortes chances que si Poutine est intervenu, c'est à cause d'eux. Disons qu'on les a peut-être un petit peu poussés à commettre l'irréparable ou à dépasser la ligne rouge pour finalement pousser Poutine à faire ce qu'il a fait. Mais ça, évidemment, c'est une version que vous n'entendrez pas. La version que vous devez retenir, c'est uniquement que Poutine, c'est le méchant, c'est le dictateur, et il a attaqué la gentille Ukraine. Pourquoi ? Eh bien, on vous expliquera parce qu'il veut reconstruire l'Union soviétique et que, pour lui, l'Ukraine fait partie de ces pays qu'il doit reconquérir, etc. Bon. Alors, nous avons des gens qui prennent en considération, et comme foi de vérité, cette version. Et du coup, eh bien, c'est les mêmes qu'on voit manifester, protester, et essayer de faire de la contradiction aux gens comme vous et moi, qui, à un moment donné, essaient de remettre un petit peu de perspective sur le sujet. Et donc, cette dame sur LCI, elle en a balancé quand même pas mal. Elle dit, ben oui, mais le problème, c'est que les Ukrainiens, en gros, ils ont quand même le cul assis entre deux chaises. C'est-à-dire entre une Russie qui veut garder une influence sur l'Ukraine pour considérer l'Ukraine comme une zone tampon et éviter que l'OTAN vienne s'installer, et de l'autre, des gouvernements successifs qui sont tout simplement le reflet de cette guerre d'influence entre la Russie et l'Occident, et plus particulièrement l'Europe et l'OTAN, et que finalement, ceux qui payent les pots cassés, ce sont les Ukrainiens, et peu importe leurs origines, si ce sont des Ukrainiens ukrainophones ou russophones. Bien au contraire, ils ont été aussi les dents de la farce, puisqu'on a utilisé ces fameux réseaux et ces fameux mouvements ultranationalistes néo-nazis pour foutre le bordel dans le pays, et finalement, le résultat aujourd'hui est que ce pays est en train de se faire envahir. Envahir est peut-être un bien grand mot, parce que j'ai beaucoup de mal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à envisager que la Russie puisse maintenir l'Ukraine sous son joug militairement ou par la force. C'est plutôt le consensus
qui va devoir être trouvé. Et ce consensus, eh bien, on s'oriente évidemment vers une assurance pour Poutine de voir les institutions ukrainiennes, les institutions démocratiques ukrainiennes, s'engager à ne jamais demander ou entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Voilà ce que Poutine va certainement exiger. Et peut-être limite créer un pacte. Un pacte que, évidemment, nous nous empresserons, nous autres occidentaux, plus particulièrement les Américains, à dénoncer comme étant illégal. Nous avons donc, eh bien, le résultat aujourd'hui, c'est que, au niveau des Occidentaux, eh bien, on est en face d'une situation avec des idiots utiles. Ces idiots utiles qui, finalement, nous prouvent, nous démontrent que finalement le travail acharné, médiatique, idéologique, à faire d'un certain nombre de gens des hypersensibles, des gens infantilisés, des gens immatures, eh bien c'est ces gens-là qu'on retrouve dans les manifestations. C'est-à-dire des gens qui, tout d'un coup, parce que la Russie attaque l'Ukraine, parce que Poutine c'est le méchant, c'est le dictateur, eh bien je vais dans la rue, je vais manifester, je vais soutenir le peuple ukrainien avec mon petit drapeau ukrainien. Sauf que ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais vous étiez où depuis 8 ans? Vous étiez où depuis Maïdan? Vous étiez où depuis que des Russes se massacrent entre eux parce que les uns sont des russophones et les autres sont des ukrainophones? Vous n'étiez pas là. À la limite, vous en foutiez. Vous continuiez à vivre votre petite vie avec votre petit téléphone smartphone à 1000 €, hein, à aller faire votre petit boulot, vous gagnez votre petit argent pour payer vos factures, vous payez vos petites dettes, vous payez le crédit du dernier SUV, Mercedes ou Audi que vous avez acheté. Parce que quand vous regardez les manifs, excusez-moi du peu, mais déjà la diversité, elle est un petit peu absente. Et puis, secondo, il y a de fortes chances que les gens qui soient dans les manifestations pour soutenir l'Ukraine, ce ne sont pas des ouvriers, ce ne sont pas des laborieux, ce ne sont pas des salariés, ce sont peut-être, et à mon avis certainement, des gens plutôt aisés. On a pu remarquer qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, donc des retraités, des Parisiens bobos, des petits bourgeois, etc. Les mêmes qui des fois manifestent. Alors, je ne conteste pas et ne remets pas en question leur droit de manifester. Il y a un moment donné, il faut manifester de façon cohérente, mais malheureusement, il y a des fois, vous manifestez parce que vous êtes des idiots utiles. Parce que justement, on va aller chercher votre émotionnel pour vous pousser à vous balader dans les manifestations de soutien de l'Ukraine, vous pousser à mettre le drapeau ukrainien sur la page de garde de votre page Facebook, alors que, pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 8 ans? Pourquoi vous n'avez pas mis le drapeau français lorsque des soldats français sont morts au Mali? Ah ça par contre, quand il s'agit de mettre un Charlie ou un drapeau parce qu'il y a eu un drame dans un pays, c'est bien l'émotionnel. C'est bien la prise de conscience d'un événement dramatique. Sauf que le problème, c'est que la plupart de ces gens-là ne réagissent que par sentimentalisme. Mais ils ne vont jamais chercher plus loin. Ils n'iront jamais chercher à comprendre. Black Lives Matter a été l'exemple parfait d'une manipulation de masse où plein de gens se sont considérés comme BLM, sans même réfléchir qu'en réalité, ils étaient les dindons de la farce. Preuve en est, c'est que je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous ai dit qu'aux États-Unis, on estimait qu'il y avait au moins 60% des Afro-Américains qui n'étaient pas BLM. Parce qu'ils avaient compris que c'était de la manipulation. Que beaucoup d'Afro-Américains ont constaté que ceux qui étaient dans les manifestations, se prétendant des descendants d'esclaves, en réalité n'en étaient pas. Ils étaient des fois même des émigrés récents, venant de pays d'Afrique, venant des Antilles, venant de certains pays d'Amérique latine. Donc il n'a absolument rien à voir avec la repentance demandée pour l'esclavage.
Alors certains vont dire, oui, mais non, mais c'est la communauté, c'est du soutien. Je vais vous dire qu'il y a certains Afro-Américains qui ne font pas de soutien. C'est des Afro-Américains qui font de l'opportunisme. La raison d'ailleurs pour laquelle ça a dérapé, finalement. Ça a tellement dérapé qu'aujourd'hui, BLM, vous en entendez plus parler. Alors il y en a un qui, évidemment, continue à cultiver le mythe BLM. Parce que c'est quand même un outil de propagande, c'est quand même un outil de manipulation de masse. Mais rappelons quand même que les fondateurs de ce groupe, aujourd'hui, ne sont plus à la tête de ce mouvement. Je vais peut-être faire un cliché, mais j'ai envie de dire, ils ont pris l'argent, ils se sont barrés. Oui, parce que la dernière qui était restée est finalement partie pour aller s'acheter un manoir du côté de Malibu. Donc allez comprendre. Donc, force est de constater qu'une des conséquences de cette guerre ukrainienne, c'est de voir la proportion de gens qui en réalité tombent la tête la première dans toutes les propagandes, toutes les manipulations. Alors évidemment, il y en a certains qui vont dire « Oui, mais vous rendez-vous compte, le peuple ukrainien, les Russes les tuent, les Russes ils tirent sur des civils et tout. » Je dis « Mais oui, comme toutes les guerres. » La guerre, c'est des armes. Hein. C'est des armes, c'est des bombes, c'est des missiles. Donc forcément, dans toute opération militaire, on prend toujours en considération ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Oui, mais regardez, en Russie, il y a des Russes qui manifestent contre la guerre. Ben oui, parce qu'en Russie, il y a aussi des gens qui organisent des manifestations, comme il y a des gens qui sont à la tête d'ONG ou d'organisations, qui se couvrent du manteau de la liberté, de la démocratie, de la lutte contre l'homophobie, de la lutte contre le racisme, pour la démocratie, pour la liberté. Mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte que toutes ces organisations sont financées par qui ? Et j'ai même envie de dire que le gouvernement ukrainien les gouvernements successifs ont été financés par l'Union européenne à coût de 50 milliards d'euros depuis 1991. Sans parler de certaines fondations qui subventionnent l'aide au développement ukrainien, dont une société qui s'appelle Open Society. Je vous le dis, quand vous grattez un peu, quand vous cherchez un peu les tenants et les aboutissants, il est étrange qu'on retrouve toujours les mêmes. Mais ça, évidemment, nos idiots utiles ne le savent pas. Nos idiots utiles ne sont là que pour faire de l'émotionnel, pour juger les choses en surface. Et on fait tout d'ailleurs pour augmenter leur sensibilité au niveau des médias en justifiant, en consolidant la vision de surface. Donc finalement, eh bien aujourd'hui, force est de constater qu'en effet, sur les réseaux sociaux, on tombe sur des benets qui ont des réactions équivalentes à celles d'un gamin de 5 ans, mais que quand on essaie de leur expliquer que les choses ne sont pas aussi simples, que les choses sont compliquées, et que même si en effet, on peut très bien dire qu'on est contre la Russie sur cette action d'attaque de l'Ukraine, parce que toute attaque d'un État-nation, parce que toute attaque d'un État souverain est un acte à condamner, ça là-dessus, nous sommes d'accord, mais cela ne doit pas empêcher d'essayer de comprendre pourquoi. Mais le pourquoi, non, non. Interdiction de se poser la question du pourquoi. Contentez-vous uniquement de voir les choses, d'observer les choses et de réagir, voire de surréagir, pour évidemment valider notre point de vue que Poutine doit être éliminé. Que Poutine est un empêcheur de tourner en rond. Que Poutine, c'est l'individu qu'il faut
abattre. Voilà, c'est la seule chose qu'on vous demande d'accepter comme seule et unique vérité. Après, ce qui se passe en Ukraine, ce qu'il y a en Ukraine, les conflits, les problèmes démographiques, les problèmes de société, les problèmes économiques, les problèmes ethniques, ne vous en occupez pas. C'est très substantiel. Alors que non, c'est pas substantiel, faut pas minimiser des détails parce qu'ils sont tout aussi importants dans l'équation. Donc du coup, quand vous avez cette dame sur LCI tout d'un coup qui a un discours qui remet un petit peu des valeurs de vérité sur la réalité sociale, démographique, économique, politique et idéologique de l'Ukraine, là évidemment, ça rentre plus dans les cases. Et d'ailleurs, les intervenants sur le plateau sont assez amusants parce qu'ils essayent désespérément de rattraper la corde de l'opinion idéologique dominante que le téléspectateur ne doit surtout pas s'en écarter, malgré ce que dit cette dame. Alors sur les réseaux sociaux, évidemment, on a dit, oui, mais cette dame, c'est une pro-Poutine. Voyons. Ces idiots utiles aussi sont des armes. Parce que quand vous remettez de la perspective, quand vous remettez des éléments de détail, de réflexion sur un événement, eh bien c'est ces gens-là qui, parce qu'à un moment donné, certains se rendent compte qu'en effet, tout d'un coup, ils sont des idiots utiles, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils n'ont pas le savoir, parce qu'ils n'ont pas les tenants et les aboutissants, ils n'ont pas les subtilités d'une situation, mais ils veulent préserver cette idée émotionnelle dominante. Oui, mais la guerre, c'est pas bien. Oui, mais les Russes, c'est des méchants. C'est tellement des méchants que même aux États-Unis, on n'aurait jamais pu croire qu'un démocrate lancerait l'idée de virer les étudiants russes. C'est-à-dire que le mec n'a pas une seule constance dans son cerveau pour se dire que c'est pas parce que c'est Poutine que Poutine, c'est tous les Russes. C'est comme dire, si en France, est-ce que tous les Français sont macronistes? Non. Encore moins. Non. Mais non. Généralité. On ne va pas s'emmerder à faire du cas par cas, on ne va pas s'emmerder à demander à chaque étudiant russe aux États-Unis, est-ce que tu es pro-Poutine, est-ce que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Non, allez, tout le monde dehors. Et c'est progressiste. Je dis ça, je dis rien. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, etc., on multiplie les reportages pour vous expliquer, pour vous démontrer que le discours dominant est le seul discours. Le discours de l'émotionnel, le discours sentimentaliste. Alors oui, une guerre, c'est jamais bien. Une guerre, ça déplace des populations. Une guerre, ça met des gens dans la rue. La guerre, ça pousse parfois à l'exode. Mais évidemment, quand on se sert de ces éléments de langage pour tout simplement faire pleurer dans les chaumières, je rappelle quand même que sur les réseaux sociaux, on a quand même vu des vidéos où des cas refusaient des personnes de couleur. Qu'on a prétendu qu'il y avait à peu près 200 000 réfugiés qui tentaient de passer la frontière polonaise. Alors évidemment, on accompagne ça avec les images de couples, de femmes avec des enfants, hein, bien sûr. Mais attendez, je dis pas que c'est de la manipulation. Enfin, mais c'est de la manipulation dans le sens où évidemment on met de la surenchère. Évidemment qu'on est conscient qu'il y a des Ukrainiens qui essaient de sauver leur peau et de partir de l'Ukraine parce qu'ils ont peur. La peur est intrinsèque. Je veux dire, c'est comme ces Français, lorsque les Allemands ont commencé à envahir la France, qui ont essayé d'aller se réfugier dans les endroits, sauf que malheureusement l'armée allemande a été plus vite qu'eux et ils se sont retrouvés coincés. C'est dramatique, c'est des situations dramatiques. Ça là-dessus. Mais on s'en sert, et d'ailleurs on s'en est toujours servi, pour porter l'accent et derrière accompagner ces images, accompagner ces reportages de ce discours dominant. Donc là apparemment on en est à 500 000 réfugiés, sauf que on a des discours qui commencent un petit peu à émerger en sens contraire de ce discours simpliste dont je viens vous expliquer un petit peu le tenant. Et écoutez ce que cette journaliste a dit sur
CNews. La population du Donbass, en 2014, a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. J'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde, j'assume ce discours et je ne prends pas parti, et je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi je suis au plus près des civils, j'étais l'an dernier en Arménie, je ne prends pas de position, simplement... Ce que vous dites est factuel. Ce que vous dites est factuel. Et le gouvernement ukrainien a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Le film que j'ai fait en 2015 est une preuve de toutes ces crimes de l'humanité. J'assume, je vous invite à le regarder. Hier, j'étais avant-hier dans une école. 2 institutrices ont été coupées en deux, le corps coupé en deux. Je rencontre j'ai mis des photos sur mon mur Facebook, des babouchkas, parce que les gens qui n'ont pas, les plus âgés, les retraités n'ont pas pu quitter la zone. Donc les civils sont touchés, soit par l'artillerie lourde, soit par des grades. Enfin bon, je suis pas une spécialiste de l'armement. En tout cas, je vous confirme qu'ici, dans la région du Donbass, côté russophone, encore aujourd'hui, ça bombarde. Hier, Donetsk a été touché. Et c'est évidemment le pouvoir central ukrainien, selon vous, qui déclenche. Voilà. Alors, il y a 500 000, on vous dit qu'il y a 500 000 réfugiés actuellement, sauf qu'il y a eu un démenti en disant attention, 500 000, mais il n'y a pas que des Ukrainiens, il y a aussi beaucoup de ressortissants étrangers qui n'ont pas pu quitter le pays. On se demande bien pourquoi. Et là, cette journaliste, eh bien, elle ne fait que confirmer ce que je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo. C'est que, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a été la ligne rouge pour Poutine pour décider d'attaquer l'Ukraine? Et je vous avais dit que pour moi, il y avait de fortes probabilités que, au moment où Poutine a reconnu les 2 républiques en tant que républiques souveraines et autonomes, le gouvernement de Kiev n'a pas, ou je ne sais pas pour quelle raison, compris que c'était en fait une façon pour Poutine, de par cette reconnaissance, d'apporter son soutien, d'apporter son aide, mais que comme on a en face des crétins radicalisés néo-nazis, les mecs ils en avaient rien à foutre, au contraire, ils se sont dit « Allez, on fonce et on bombarde ». Sauf que ça fait depuis plusieurs jours que vous ne l'avez jamais entendu sur quelques médias que ce soit. Et encore, c'est l'émission de Pascal Praud, et vous voyez, Pascal Praud, il se dit, oh là, je vais quand même essayer de mettre un petit peu de réserve. On dit, oui, donc vous confirmez bien que c'est... Mais oui, on confirme. Revoyez l'actualité, regardez sur Internet, faites des recherches sur 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, des articles qui relatent des bombardements, des tirs sur les civils du Donbass. Et vous, les idiots utiles qui sont aujourd'hui dans la rue en train de manifester contre l'attaque russe avec le petit drapeau ukrainien, c'est pour ça que je vous dis, mais vous étiez où? Vous vous en foutiez. J'ai même envie de dire, et là je vais être vulgaire, d'ailleurs si certains d'entre vous font partie de ces gens, j'ai envie de vous dire, on peut très bien ne pas être d'accord avec l'attaque de l'Ukraine par Poutine. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, est-ce que vous prenez bien conscience que le fait tout d'un coup de vous réveiller à cause de cette attaque sur une situation dans un pays, aujourd'hui, alors que
depuis 8 ans, vous vous en foutiez royalement. C'est-à-dire que vous faites la démonstration de l'absurdité du monde occidental à ne faire preuve que de sentimentalisme que quand ça l'arrange. Sauf que vous allez voir que le futur, eh bien, il va complètement démentir ce que vous croyez être la vérité, ce que vous croyez être la seule vérité. Et à partir de là, eh bien, vous retournerez à vos petites vies, à vos petits crédits, à vos petits plaisirs, à vos jeux vidéo. Donc c'est pour ça que cette guerre ukrainienne, elle a un double impact. Elle a un impact pour certains de prendre conscience que la géopolitique aujourd'hui, c'est une chose qu'il faut prendre au sérieux. Elle a un impact dans ce sens où elle a aussi l'intérêt de couvrir, parce qu'elle arrive surtout aussi au bon moment, et là je vais y revenir un petit peu plus tard, de couvrir une situation économique qui est en train de partir à volo. Et surtout, elle a aussi cet avantage de nous faire prendre conscience d'une partie de nos populations, d'une partie de nos compatriotes, de nos concitoyens, mais qui sont complètement à côté de la plaque. Donc quand vous avez des gens aussi à côté de la plaque, quand on vous dit qu'il y a des gens qui vont voter Macron, ben ils voteront Macron au premier tour. Après, le problème, évidemment, quelle est la proportion? Combien sont-ils? Alors, j'ai envie de dire, ça va être très facile. Vous savez déjà que de toute façon, vous avez essentiellement des gens qui ce sont des urbains. Et plus particulièrement des gens dans des grandes villes. Peut-être pas forcément des petites villes ou moyennes villes, mais des grandes villes. Et surtout, évidemment, la capitale. Donc, à la rigueur, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment savoir quelle est la proportion d'idiots utiles que l'on retrouvera toujours dans les manifestations qui ne sont qu'en fait des outils de manipulation, de masse, bah, la proportion, bah, on ne saura véritablement jamais, parce qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'enquête. Il y a des sondages qui existent, mais évidemment, nous connaissons la valeur des sondages. Il est évident que si on fait un sondage, et tout d'un coup, sur les 1000 ou 2000 ou 3000 Français interrogés, on se rend compte que, à la question « Est-ce que vous vous sentez sensibilisé ou intéressé par le conflit en Ukraine ?» et que vous avez 60 ou 70% des Français qui répondent « Non », on ne va pas le publier. Logique. Donc, et je vais terminer la vidéo donc sur cet autre problème aussi que ça pose, c'est que l'Ukraine, elle arrive au bon moment. Hyperinflation qui se développe un peu partout dans les pays occidentaux, surtout aux États-Unis. Ce qui fait que, c'est pour cette raison que beaucoup critiquent les Américains de ne pas être un peu plus véhéments. Je rappelle, les sanctions, on attaque essentiellement des éléments financiers. On a d'ailleurs déjà quelques filiales de banques russes qui sont en train de faire faillite en Europe. Par contre, oui, on a viré la Russie de la compétition sportive, que ce soit le football, je ne sais plus quelle autre compétition, je crois que le mondial. La Russie a été dégagée. On a dégagé la Russie de l'Eurovision. C'est très grave. On a attaqué les avoirs de certains oligarques russes, de certains milliardaires russes qui ont des intérêts en Europe. Mais la Russie est toujours dans le SWIFT. Parce que, bah oui, on a coupé le Nord Stream 2, on n'a pas coupé le 1. Donc vous voyez, la mondialisation est une chose sur laquelle on peut débattre pendant des heures, mais elle a cet inconvénient, c'est que, pour le moindre coup, on devient dépendant d'autres. Sauf que le jour où l'autre devient un ennemi, ben on n'est pas dans la merde.
Et là, je vais vous donner une petite version, c'est juste une petite réflexion pour terminer cette vidéo. On le sait, Poutine n'a jamais été contre la mondialisation. Est-ce que finalement, il ne serait pas plus aussi, lui aussi, complice des globalistes et des mondialistes à essayer de sauver les meubles? Je vous invite à réfléchir sur cette question. Sur ce, portez-vous bien, que ça se passe bien, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.